ya nos han bajado. ¿Cuántos muertos hay? Cochabamba igual también en toda parte tenemos, en toda Bolivia tenemos muertos y el resto de los muertos están ocultando. Nosotros eso no queremos. Por ejemplo, esos presidentes que se han nombrado entre ellos, todos quiero que se vayan, toditos, porque nosotros no queremos esa gente de esa clase. Al pueblo nos están ahí perjudicándonos de todo y a los campesinos están muriendo como perros, como animales nos están tratando, compañeros. Eso es todo, por eso nosotros no estamos de acuerdo de la clase indígena, no estamos, porque nos han humillado con toda clase de decirnos indios, taras, todo. Estamos soportando todo a esos gringos, a esos guindos, vender patrias, a esos son lo que son todos ladrones. Por eso nosotros no queremos a esos. Todos, aquella vez el García Mesa, el 80, ¿qué nos ha hecho? A mí en Caracoles nos han hecho saquear todo, con los policías han entrado, con los militares han entrado, a las mujeres han violado, han hecho lo que querían, hacían García Mesa aquella vez en 80. Por eso nosotros no queremos de la derecha que vuelva, no queremos nosotros que vengan esos capitalistas. Nosotros somos gente indígena, tenemos que tener un gobierno del pueblo de Aymara, indígena, eso somos nosotros. D'après le journal bolivien El Deber, le dirigeant déchu est en route vers le Mexique qui lui a offert l'asile politique, un exil temporaire d'après Evo Morales qui a promis de revenir en Bolivie avec plus de force et d'énergie. Le président démissionnaire laisse derrière lui un pays plongé dans le chaos par la vacance du pouvoir, selon El País. Le quotidien espagnol rapporte que le président américain Donald Trump s'est félicité de la démission forcée d'Evo Morales, y voyant un signal fort, je cite, pour ce qu'il juge être des régimes illégitimes en Amérique du Sud. Evo Morales, Hélène, qui depuis dimanche se dit victime d'un coup d'État. Ce discours est relayé par la presse de gauche européenne, notamment par Il Manifesto en Italie, qui explique qu'Evo Morales, abandonné à la fois par l'armée et les syndicats, a accepté de démissionner pour éviter la guerre civile. Un coup d'État à l'ancienne vient de faire tomber le premier gouvernement indigène de l'histoire de la Bolivie. Mais la haine et la violence ne s'arrêteront pas, prévient le journal. En France, le quotidien communiste L'Humanité estime qu'Evo Morales a été la cible d'un coup d'État déguisé et que ce n'est pas la protestation civique contre le résultat des élections qui l'a poussé au départ, mais l'action conjuguée de la violence de miliciens cagoulés, du basculement à droite de la police et de l'armée et des pressions des États-Unis et des gouvernements conservateurs s'exprimant sous couvert de l'Organisation des États américains. Beaucoup de réactions également chez les dessinateurs de presse. D'après le dessinateur brésilien Carlos Latouf, en forçant Evo Morales à démissionner, les militaires boliviens sont en train de piétiner la constitution de leur pays, avec la complicité, on le voit, du voisin brésilien et des États-Unis, dont la CIA est le bras armé. Les États-Unis que le dessinateur américain Mike Flugenock montre arrachant la Bolivie à l'Amérique du Sud pour en faire une nouvelle étoile de leur drapeau national. Eh bien, lorsque des groupes racistes et fascistes avançaient vers certaines villes, j'ai d'abord convoqué les partis représentés au Parlement à la suite des élections du 20 octobre. Ils m'ont rejeté. Et ensuite, dimanche matin, j'ai dit « Convoquons de nouvelles élections avec de nouveaux acteurs politiques, avec un nouveau tribunal électoral suprême. Et s'ils ne veulent pas d'Evo Morales, eh bien ce sera sans Evo Morales. » Mais ils ne le voulaient pas non plus. Alors, quel était l'objectif ? C'était le coup d'État, c'était de renverser Evo Morales. Et je répète à nouveau que le dimanche 10 novembre a été très douloureux pour moi. J'ai vu des gens en train de brûler les maisons de gouverneurs et selon les dernières informations, la police a forcé notre député uninominal à mettre ses mains derrière la nuque comme à l'époque de la dictature. On a frappé notre sénatrice Adria Salvatierra quand elle entrait à l'Assemblée. On lui a déchiré ses vêtements, on l'a agressée. C'est une dictature, une dictature. Et la dernière information obtenue ce matin, l'Assemblée est encerclée par des chars. Ils veulent fermer l'Assemblée législative plurinationale. C'est un coup d'État. Et qui dirige tout ça actuellement? Des gens des États-Unis et Tuto Quiroga, un disciple de Hugo Banzer, qui a été dictateur pendant 7 ans. On m'a traité de dirigeant autoritaire, de dictateur. La voilà, la dictature. Mais d'un autre côté, je dis que ça a du bon, parce que les jeunes générations sauront désormais à quoi ressemble une dictature. Il n'y a actuellement aucun ordre international, aucun droit international. Ce n'est pas nouveau, pour être honnête, et ça ne concerne pas seulement la période de la guerre.
Les Américains essaient toujours de piller les autres pays de diverses manières, que ce soit leur pétrole, leur argent, leurs ressources financières. Ils pillent leurs droits politiques, tous leurs droits. C'est leur rôle historique, au moins depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il n'y a là rien de nouveau. Ce n'est ni étrange, ni déconnecté de leur précédente politique, mais cela prend de temps à autre une forme différente. Piller le pétrole, c'est la manière la plus crue des États-Unis de spolier les droits des autres peuples. Parce qu'une grande partie de l'avenir dépend du lithium. Voitures électriques, batteries longue durée, et l'une des plus grandes réserves se trouve précisément en Bolivie. Mais avec frère Alvaro, nous avons proposé que lorsque nous achèverions le processus d'industrialisation du lithium, la Bolivie soit en mesure de définir les prix du lithium au niveau mondial. Le gisement d'Uyuni fait 10 000 km². Tu crois donc que c'est un facteur décisif dans ce qui s'est passé? Absolument, et Coipasa, dans le département d'Oruro, ainsi que d'autres gisements comme Pastos Grandes, au total 16 000 km² de lithium de matières premières. Après, j'ai réalisé que certains pays industrialisés ne voulaient pas de concurrence. Premièrement, sur la question de la libération vis-à-vis de la dépendance technologique. Deuxièmement, ils n'acceptent pas qu'un autre modèle économique, basé sur le socialisme promu par les soi-disant gauchistes progressistes, transmette un message différent que d'autres pourraient suivre et des solutions pour les peuples. N'oubliez pas que les États-Unis sont en guerre avec le reste du monde. Ici, on parle de choc tectonique et de séisme, car l'ordre mondial, tel qu'on le connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, est terminé, en particulier après la fin de l'Union soviétique. Le monde n'est plus unipolaire. Il y a donc des puissances émergentes, comme la Russie, la Chine, l'Inde et encore d'autres pays. Les États-Unis n'acceptent aucun partenaire pour diriger le monde, même pas l'Angleterre, la France ou d'autres grandes puissances. Nous attachons une grande importance au renforcement des relations de partenariat stratégique avec Cuba. Je suis convaincu que votre prochaine visite en Russie contribuera à développer davantage la coopération bilatérale mutuellement bénéfique dans divers domaines. Mais cette visite intervient dans un climat bien particulier, alors que de nouvelles sanctions américaines viennent de frapper l'économie cubaine. Le département des transports américain a ainsi annoncé la suspension, à partir du 10 décembre, des vols opérés par les compagnies américaines à destination de toutes les villes cubaines, à l'exception de La Havane. 9 aéroports internationaux de l'île sont concernés. Cette mesure va donc fortement pénaliser le secteur touristique cubain, mais aussi de nombreux cubano-américains qui empruntent ces vols pour rendre visite à leur famille. Une décision vécue comme un retour en arrière, 3 ans après la restauration de vols réguliers entre les États-Unis et Cuba, du temps de l'administration Obama. Washington entend ainsi punir la Havane pour son soutien politique au Venezuela et à son président, Nicolás Maduro, et fait suite aux sanctions imposées en juin sur les navires de croisière américains interdits d'escale à Cuba. De son côté, le Venezuela fournit du pétrole à Cuba avec le concours de la Russie, afin de contourner le blocus énergétique imposé par les États-Unis. Une situation dénoncée par le Premier ministre russe lors de son déplacement sur l'île. Au cours des derniers mois, les États-Unis ont élargi le blocus énergétique contre Cuba. Nous voyons également l'intention de créer une atmosphère toxique autour de la coopération russo-cubaine, de faire fuir les investisseurs et d'imposer un blocus énergétique à l'île. Toutefois, l'expérience de Cuba en matière de lutte contre l'embargo depuis près de 60 ans montre que de telles tentatives n'auront aucun résultat, tout comme les tentatives de pression sur notre pays ne connaîtront pas plus de succès. Maduro is not a Venezuelan patriot. He is a Cuban puppet. That's what he is. Today, more than 50 countries around the world now recognize the rightful government of Venezuela. And the Venezuelan people have spoken, and the world has heard their beautiful voice. They are turning the page on socialism, turning the page on dictatorship, and there will be no going back. Y reitero mi agradecimiento al presidente Trump, como lo hago al resto de los países, en un respaldo y una cooperación a un movimiento constitucional, venezolano y profundamente soberano.
Lorsque l'ancien président américain Barack Obama s'est rendu à Cuba en 2016, l'événement a été comparé à la chute du mur de Berlin. Washington et Cuba semblaient avoir tourné la page sur leurs différends lors de la guerre froide. Mais sous la présidence de Donald Trump, les sanctions contre la Havane s'intensifient à nouveau. Washington a promulgué une loi jusqu'alors en sommeil connue sous le nom de titre 3 de la loi Helms-Burton. Elle permet à toute personne dont les biens ont été nationalisés après la révolution cubaine de 1959 de poursuivre en justice les personnes physiques ou morales tirant profit de ces biens. Malheureusement, les exportations les plus importantes de Cuba de nos jours ne sont pas le cigare ou le rhum, c'est l'oppression. La détente avec le régime a échoué. Faire ami-ami avec les dictateurs cubains entache la longue histoire de notre grande nation en matière de défense des droits de l'homme. Pour ces raisons, j'annonce que l'administration Trump ne suspendra plus l'article 3. La compagnie de croisière Carnival Corp a été la première à être poursuivie pour avoir tiré profit d'un bien cubain exproprié. ExxonMobil, le plus grand producteur de pétrole américain, avait alors poursuivi une compagnie d'État cubaine au sujet d'une raffinerie et d'autres actifs saisis en 60. Cela va entraîner de plus grandes difficultés et une pénurie d'approvisionnement pour notre peuple. J'incite la communauté internationale à mettre fin aux actions irrationnelles et irresponsables des États-Unis et à prendre des mesures dès que possible avant qu'il ne soit trop tard. La Havane a dû rationner les produits alimentaires de base ce mois-ci. L'Union européenne, le Canada et d'autres pays ont déclaré qu'ils saisiraient l'Organisation mondiale du commerce pour contrer les agissements américains. Mais malgré les sanctions, certaines entreprises poursuivent leurs investissements. La réunion d'affaires a démontré, une fois de plus, l'intérêt d'investir dans l'île, ainsi que l'engagement des entreprises espagnoles à investir sur cette île, et l'investissement continue dans ces domaines. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner ou de changer les plans qui sont en cours d'élaboration. L'avenir économique de Cuba reste en suspens. Si le reste de son économie stagne, les espoirs de la nation caribéenne reposent sur le tourisme pour la maintenir à flot. Es una nueva oleada de calumnias del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Los grandes medios de comunicación y las redes sociales devienen plataformas para la manipulación y la mentira. La manipulación mediática, la difamación, farsas preconcebidas y la hostilidad contra la nación cubana sustentan la campaña. El pretexto que ahora utiliza Washington para desacreditar a Cuba es la detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer García, agente asalariado al servicio de Estados Unidos con una larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, preso político y de conciencia, está detenido desde el 1 de octubre y aún no se ha informado de los cargos en su contra y no ha comparecido ante un juez. Estoy aquí para hablarles sobre algo que está pasando y que es cada día más preocupante. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y 3 de sus compañeros fueron detenidos a inicios de octubre. Sus familias desconocen su paradero, no saben qué les ha sucedido, si están bien de salud o de qué crímenes se les acusa. La nueva campaña contra Cuba tiene como contexto el golpe de Estado contra el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, apoyado abiertamente por el gobierno de Estados Unidos y la OEA. La propia administración estadounidense, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, trata igualmente de derrocar a los gobiernos legítimos de la República Bolivariana de Venezuela y de Nicaragua. Coincidentemente, la embajada estadounidense en La Habana ha sido el vehículo de atención y dirección de las acciones y conductas de José Daniel Ferrer García. La jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba dirige personalmente a ese ciudadano.
le incita al desacato de las fuerzas de orden público y visita su vivienda. La esposa de Ferrer García aprovechó la más reciente presencia de la diplomática en su domicilio en noviembre del 2019 para transmitir un mensaje cargado de mentiras deliberadamente concebidas por el gobierno de Estados Unidos. Ha perdido más de la mitad de su peso corporal, grandemente la vista, ha perdido la visión, su voz, su fuerza muscular, no nos podía abrazar, está bien golpeado. Sin medicamento, no le han dado atención médica, simplemente... José Daniel Ferrer García fue detenido por la Policía Nacional Revolucionaria el pasado 1 de octubre. El motivo de su detención respondió a una denuncia presentada por un ciudadano cubano quien acusa a Ferrer García y a otros 3 individuos ante las autoridades y en las redes sociales de secuestro y posteriormente propinarle una severa golpiza que lo dejó en condiciones de ingreso hospitalario. Contrarrevolucionario, posee antecedentes delincuenciales desde el año 1993. Ex integrantes de su grupúsculo han revelado en redes sociales su conducta violenta con elevados grados de agresividad. Testimonios que ilustran los derechos humanos y la democracia que promueve y defiende el gobierno de Estados Unidos. Le Parlement européen a adopté le 28 novembre 2019 une résolution intitulée « Cuba, le cas de José Daniel Ferrer », condamnant le régime cubain pour ses violations des droits de l'homme en général et en particulier pour son traitement du chef de l'opposition et de l'Union patriotique de Cuba. José Daniel Ferrer est une figure connue de l'opposition soutenue par les États-Unis. Il a déjà été arrêté et condamné à plusieurs reprises pour espionnage car il avait été rémunéré par le gouvernement US. Il a été de nouveau arrêté en octobre 2019 pour des violences sur plusieurs personnes. Il a fait parvenir une lettre aux USA assurant qu'il avait été torturé en prison. La veille du vote de la résolution du Parlement européen, la télévision cubaine a accusé la presse internationale de mener une campagne de dénigrement de son gouvernement à son sujet. Les médias US et espagnols ont alors dénoncé la propagande cubaine. Cependant, les parlementaires européens auraient été dubitatifs sur les allégations de torture de José Daniel Ferrer et sur la crédibilité de ses déclarations s'ils avaient visionné le reportage cubain. À la 7e minute, nous pouvons voir un extrait de l'enregistrement vidéo de son interrogatoire au cours duquel il s'inflige lui-même une blessure. Le prévenu frappe 4 fois violemment sa tête sur une table, un gardien se retire du champ de la caméra, puis il prétend que c'est ce gardien qui vient de le frapper. ¿Quién lo tortura y quién lo maltrata físicamente? Les forces armées, elles t'ont trahi. Tu as fait tellement de choses pour les forces armées. Tu les as tellement améliorées. Tu vois, quand nous sommes arrivés au pouvoir, dans l'ensemble des forces armées, il n'y avait qu'un seul hélicoptère. Nous les avons équipés et ils ont maintenant 25 hélicoptères. Et j'ai mal au cœur en voyant les appareils que nous avons achetés en France et en Chine tirer sur mes frères. Mais n'y a-t-il pas des officiers qui se rebellent face à la répression contre leur propre peuple? Il faut préciser une chose, je connais des militaires, ce sont des patriotes.
Je ne sais pas si c'est important de le dire, mais je continue de recevoir des informations importantes directement des forces armées. Je suis totalement confiant dans le fait qu'à tout moment, les forces armées peuvent prendre la défense de la population. Une question. Les forces armées sont-elles compatibles avec des gouvernements progressistes? Parce qu'il semble qu'elles soient toujours du côté du statu quo, toujours du côté des élites. J'ai désormais des doutes, de gros doutes. Peut-être qu'il faut former une nouvelle génération d'officiers, changer leur doctrine, qu'elle soit plus orientée sur la nation. Et pour ça, vous devez remplacer les anciens officiers qui commandent, qui encadrent, n'est-ce pas? Changer les chefs d'état-major. Nous devons procéder à une restructuration en profondeur si nous voulons que les forces armées soient au service du peuple et non des impérialistes. La grande nouvelle dans les médias des pays de l'OTAN a été l'assassinat d'al-Baghdadi par le 75e régiment de Rangers dans la province d'Idlib. Ce que vous voulez dire, d'après vos propos, c'est qu'al-Baghdadi a principalement été formé par les États-Unis sous la torture dans la prison d'Abu Ghraib en Irak? Il a été dans leur prison, sous leur surveillance, et ce sont les Américains qui ont libéré al-Baghdadi, de sorte qu'ils ne l'ont pas libéré sans lui confier un rôle. Et soudain, al-Baghdadi est devenu le calife des musulmans dans le monde, comme il s'était lui-même proclamé tel. Il a été formé par les Américains à jouer ce rôle, et nous ne croyons pas à cette histoire récente selon laquelle il a été tué. Il a peut-être été tué, mais il ne s'agit pas de ce qu'ils ont dit. Toute cette histoire avait pour objectif, pour les Américains, d'être blanchis, d'avoir été aux côtés des terroristes durant les dernières années. Pas seulement les dernières années, mais même depuis plusieurs décennies. C'est comme dans les films de science-fiction, quand ils effacent votre mémoire. Ils voulaient effacer, chez leur opinion publique, la mémoire de leur lien direct avec ces terroristes, en particulier Al-Qaïda, Daesh et Al-Nusra. Quand tu vois des francs-tireurs, la police qui se mutine, il serait irrationnel de ne pas avoir peur. Être courageux ne signifie pas être insensible à la peur. C'est savoir la contrôler et rester capable de faire ce que tu as à faire. La police s'est mutinée. Le commandant des forces armées te suggère à un président démocratiquement élu de démissionner. Et là, tu démissionnes. N'était-ce pas une erreur ? Ne valait-il pas mieux aller dans un de tes bastions, comme la Tchaparé, et entrer en résistance? Je ne sais pas, mais je crois qu'il était important à ce moment-là que la violence cesse. Le lendemain, le lundi, mes compagnons ne savaient pas ce qui se passait, qui était vivant et qui était mort. Ils avaient très peur. Mais il y a quand même eu des morts, une répression, une grande brutalité. Mais je voulais l'éviter à tout prix, et de ce fait, c'est une mort à un autre niveau. Mais pendant tout le temps où j'ai été président, sous ma direction, il n'y a pas eu un seul mort sous les balles de la police. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n'ont pas poussé les États-Unis à la guerre contre l'Iran. Ils auraient facilement pu, en condamnant catégoriquement l'Iran après des attaques sur leur territoire ou même en prenant des mesures de représailles. On aurait pu déclencher cette fameuse guerre-là et amener les États-Unis, mais on ne l'a pas fait. Compte tenu de l'hostilité de l'administration Trump envers l'Iran et de sa sympathie envers l'Arabie saoudite, il y a de fortes chances que les États-Unis aient soutenu une action militaire. Au lieu de cela, récemment, il semble qu'ils restreignent les États-Unis. À la suite de l'attaque de la raffinerie saoudienne, Mohammed bin Salman a déclaré que la guerre avec l'Iran entraînerait une énorme flambée des prix du pétrole et une catastrophe économique, suggérant que la complaisance mènerait à la guerre. Mais il est difficile de ne pas voir cela comme un avertissement aux États-Unis, d'autant plus que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a qualifié l'attaque d'acte de guerre. Cette situation a intrigué les observateurs de la région. D'autres notent les efforts diplomatiques croissants des pays du Moyen-Orient pour minimiser les hostilités. Cela ressemble beaucoup au gouvernement qui utilise l'effet de levier sur les partenaires de l'Alliance pour les garder hors de la guerre. La retenue apparente de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pourrait suggérer plus d'ambivalence au sujet de la guerre avec l'Iran dans la région que la plupart ne l'attendent. Les pays arabes du Golfe sont encore loin d'être unis. Des désaccords sur l'idéologie et la politique de pouvoir, en particulier le blocus du Qatar, les empêchant de former une forte coalition anti-iranienne. Il y a de plus en plus d'espace entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, au-dessus du Yémen, et les Émirats arabes unis semblent plus largement axés sur le rétablissement de la stabilité régionale.
l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis seront les premières victimes de toute guerre dans le Golfe. Leurs gouvernements peuvent penser à l'impact de la rhétorique et des actions plus que l'administration Trump et craindre ce qu'ils voient. Vraiment assez intéressant. Donc, on voit qu'il y a quand même un calme relatif dans la région quand on jette un coup d'œil général. C'est vrai que cette guerre par procuration au Yémen, mais on sent qu'il y a une retenue dans tout, puis on sait que si on était dans une autre époque, il n'y a pas si lointaine, des événements comme les 2 attaques, entre autres, sur l'Arabie saoudite auraient mené à des gestes beaucoup plus radicaux de la part des Américains. Il y a quand même plus de retenue, peut-être que c'est, comme on le semble démontrer ici, ou le prouver, c'est plutôt les pays de la région qui tentent de modérer, modérer les chevaux américains. Vraiment intéressant. Voilà, eh bien, c'est en tout cas des informations qui émanent du New York Times. Le président américain Donald Trump va donc signer ce mercredi un décret présidentiel contre l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est une ordonnance qui n'a pas qu'une vertu symbolique puisqu'elle inclut des moyens de pression économique. Il s'agit de toucher directement au financement des universités qui laissent proliférer la haine anti-juive sur leur campus. Il s'agit de retenir en fait l'argent fédéral des établissements d'enseignement qui ne parviennent pas à lutter contre la discrimination envers les juifs. Autre mesure, la Maison-Blanche prévoit également d'adopter la fameuse définition de l'antisémitisme qui est proposée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, comme l'ont fait d'ailleurs la France et le Portugal il y a quelques jours. Comme d'ordinaire, la mesure ne fait pas consensus. De nombreuses critiques se sont élevées contre ce décret car certains craignent qu'il s'agisse d'une tentative, je cite, d'étouffer la liberté d'expression et l'opposition à la politique d'Israël envers les Palestiniens. En Israël, en tout cas, cette mesure a bien été accueillie puisque le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a salué l'intention du président américain Donald Trump. We are simultaneously confronting far-right ethnic supremacy, radical left Israel hatred and militant Islam. And with the Trump administration's continued leadership, I'm hopeful that we will roll back this rise in anti-Semitism both here at home and abroad. Thank you all for your partnership in this vital work. Thank you, Mr. President, for everything you are doing to fight anti-Semitism, to protect the Jewish people throughout the world, and to support the state of Israel. We are in your debt. Thank you so much. Une photo de famille peut être la seule occasion d'afficher une unité de façade. Pour les 70 ans de l'Alliance, les 29 participants doivent composer avec les tensions désormais étalées au grand jour, en particulier depuis la déclaration d'Emmanuel Macron sur un OTAN en état de mort cérébrale, des mots qu'il assume encore aujourd'hui. Non, je les assume totalement. Et d'ailleurs, ils ont permis de soulever des débats qui étaient indispensables. On les voit poindre. Qui est notre ennemi ? Comment on agit ensemble contre le terrorisme international en particulier, autant de sujets qui n'étaient pas suffisamment réglés. De nombreux défis qui ont été évoqués lors d'une réunion de travail. La Chine a occupé une place importante dans les discussions. Son essor militaire inquiète alors que le budget de l'OTAN est lui jugé de plus en plus coûteux par certains membres, dont les États-Unis. Autre question cruciale, la stratégie envers la Russie. Le pays est de plus en plus présent sur la scène internationale. Certains chefs d'État appellent à plus de dialogue avec Moscou. La lutte contre le terrorisme et la place de la Turquie au sein de l'Alliance suscitent aussi des crispations. Emmanuel Macron, suivi par d'autres pays, a appelé Recep Tayyip Erdogan à lever les ambiguïtés vis-à-vis des groupes islamistes en Syrie. De son côté, Ankara accuse la France et les États-Unis de soutenir militairement les groupes kurdes. De nombreux désaccords, à tel point que l'adoption d'un communiqué final par tous n'est pas une évidence. L'OTAN souhaite devenir l'Alliance Atlantico-Pacifique. Nul n'arrête le Pentagone. Alors que le projet de déploiement militaire alentour de la Chine évoqué par Hillary Clinton en 2011 avait officiellement été abandonné, l'OTAN vient de le faire acter par le sommet de Londres. Le processus a été lancé et devrait commencer par l'adhésion de l'Australie en 2026. La presse internationale n'a retenu du sommet du 70e anniversaire de l'OTAN à Londres que les éclats de voix qui l'ont précédé et les ricanements qui l'ont rythmé. L'important était évidemment ailleurs.
Lors de sa création, la fonction de l'Alliance Atlantique fut résumée par son secrétaire général, Lord Hastings, Lionel Isney, comme garder l'Union soviétique à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands hors jeu. Cet objectif ayant disparu avec la fin du communisme, on s'est efforcé de présenter la Fédération de Russie comme sa continuation. Puis, on a accepté l'idée d'autoriser l'Allemagne à disposer de sa propre politique. Enfin, on a envisagé d'étendre l'alliance au Pacifique pour endiguer la Chine, ce qui vient d'être confirmé. Les insultes actuelles livrent une mauvaise image de l'alliance, mais elles correspondent au retour de la rivalité séculaire franco-allemande. La France entend devenir une très grande puissance, à la fois grâce à sa bombe atomique et grâce à l'État supranational européen, tandis que l'Allemagne ne peut pas envisager de redevenir une puissance militaire sans la protection nucléaire de l'OTAN. Cette donne s'exprime à propos de la Syrie et du Sahel. Sur la Syrie, la France peste à propos de l'attaque turque contre les mercenaires kurdes du PKK-IPG, tandis que l'Allemagne se propose de déployer ses troupes sous contrôle de l'OTAN. Aucun des deux ne parvient à avancer, les États-Unis restant les seuls maîtres du jeu. Sur le Sahel, la France commence à trouver trop lourd pour elle le poids du maintien du statu quo, tandis que l'Allemagne serait prête à augmenter sa part, mais exclusivement sous commandant US. Là encore, aucun des deux États ne parvient à avancer. Tous ont compris ce qui se joue derrière la rhétorique antiterroriste, le maintien des gouvernements actuels qui permettent l'exploitation des ressources de la région. Or là encore, les États-Unis sont les seuls maîtres du jeu et entendent profiter les premiers de cette exploitation. La nouveauté, c'est la possible ouverture du front chinois. Il supposerait de transformer l'Alliance Atlantique en Alliance Atlantico-Pacifique. Selon les études du Pentagone, il conviendrait dès lors de faire adhérer l'Australie, l'Inde et le Japon de manière à encercler la Chine comme on l'a fait avec la Russie. Ce processus, qui devrait demander une décennie, vient de commencer avec le sommet de Londres. D'ores et déjà, l'US-PACOM, c'est-à-dire le commandement des États-Unis pour le Pacifique, a été renommé par le secrétaire à la défense Jim Mattis, US Indo-PACOM. Puis, le nouveau secrétaire de la Défense Mark Esper, le secrétaire d'État Mike Pompeo et le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg se sont discrètement rendus à Sydney, début août dernier, tester les dirigeants australiens qui s'en sont trouvés très honorés, quoique effrayés par la perspective de devoir abriter des missiles nucléaires. Des contacts ont identiquement été pris avec l'Inde et le Japon, mais ils furent beaucoup moins fructueux. En outre, les États-Unis ont revu leur politique vis-à-vis de la Corée du Sud, de l'Indonésie, du Myanmar, des Philippines, de la Thaïlande et du Vietnam, afin de rapprocher leurs armées respectives. Ces États ont l'habitude de travailler avec le personnel du Pentagone, mais pas du tout les uns avec les autres. Beijing avait compris dès 2014 que la volonté US de quitter le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire traduisait moins une perspective anti-russe qu'une menace pour elle. Il est désormais évident qu'il y aurait un déplacement des 10 missiles nucléaires US tout autour de la Chine et que l'OTAN suivra. Pour les Chinois, c'est un retour en arrière. Lorsqu'à la fin du 19e siècle, les États-Unis élaborèrent leur doctrine de la porte ouverte, il s'agissait d'instaurer un pacte entre les empires coloniaux afin qu'ils établissent une forme de libre concurrence commerciale entre eux et exploitent des régions sous-développées au lieu de se faire la guerre entre eux pour s'approprier un territoire. Compte tenu de sa supériorité industrielle, Washington était sûr de l'emporter. Pour poursuivre cette agression, il développa un discours apaisant. Il soutint l'intégrité territoriale et la souveraineté des pays où il souhaitait faire des affaires. Il favorisa le renforcement des gouvernements locaux dans la mesure où seuls ceux-ci pouvaient garantir l'application des traités inégaux. De la sorte, les peuples se contrôlaient eux-mêmes à son profit. Le caractère mensonger des déclarations de principe US fut vérifié lors des agressions japonaises contre la Chine. Washington soutint toutes les demandes japonaises et laissa dépecer la Chine orientale. C'est précisément cette expérience de s'être battu contre tous les empires coloniaux ligués contre lui, y compris la Russie tsariste, qui a poussé le président Xi Jinping à se rapprocher de son homologue russe Vladimir Poutine, car son pays a connu la même agression par la suite. Les deux États savent dans leur sang qu'ils devront les affronter un jour ou l'autre. Cependant, le Pentagone a fait le pari qu'une fois le danger venu, Moscou ne soutiendra pas Beijing.
une évaluation de risque antérieure aux missiles hypersoniques russes. La Chine n'envisage pas cette guerre dans les mêmes termes que l'OTAN. Elle entend déplacer le champ de bataille dans la sphère informatique et détruire les armes de l'Alliance Atlantique Nord élargie par de cyberattaques avant qu'elles ne s'en servent. En octobre 2011, la secrétaire d'État Hillary Clinton lançait dans Foreign Policy son appel au pivot vers l'Asie, ou Pivot to Asia. Les États-Unis devaient quitter l'Europe et le Moyen-Orient élargi pour se développer en Extrême-Orient. Le conseiller de sécurité nationale, Tom Donilon, explicitait ce plan en mars 2013 devant l'Asia Society. Il comportait notamment un dispositif diplomatique et financier, le projet d'accord de partenariat transpacifique. Cependant, très vite le Pentagone rectifiait le tir. Il ne s'agirait pas d'abandonner une partie du monde pour une autre, mais de s'étendre de l'une sur l'autre. C'était la notion de rééquilibrage, seule compatible avec la poursuite de la guerre sans fin au Moyen-Orient élargi. Ne parvenant pas à convaincre, le Pentagone mettait abruptement fin au débat en soulignant qu'il était impossible d'un point de vue budgétaire d'entretenir 3 fronts à la fois. Depuis lors, le Pentagone a acquis quantité d'armes qu'il a stockées dans le Pacifique. Le président Donald Trump a tenté de stopper ce mirage en retirant les États-Unis de l'accord de partenariat transpacifique dès son accession à la Maison-Blanche. Mais rien n'y a fait. Le Pentagone poursuit inexorablement sa marche et vient d'imposer sa vision à l'issue de 9 années de palabres. Alors que du point de vue français, l'OTAN est en état de mort cérébrale, le Pentagone a commencé sa mutation en une organisation globale. Tous les États membres ont signé sans réfléchir la déclaration de Londres qui stipule « Nous sommes conscients que l'influence croissante et les politiques internationales de la Chine présentent à la fois des opportunités et des défis auxquels nous devons répondre ensemble en tant qu'alliance. Le processus est lancé. » Après tout ce qui s'est passé, est-il possible de modifier la situation en Bolivie? Est-il possible de changer l'Amérique latine pour y apporter la démocratie et la paix? Notre expérience, mon expérience personnelle, est qu'avec un peuple uni, on peut tout changer. Mais dans le monde moderne, vous devez faire face aux médias. Le pire ennemi des personnes humbles, ce sont les médias. Et les instruments de domination, comme les médias, sont du côté des groupes qui détiennent le pouvoir politique et économique, surtout le pouvoir économique. Tu te dis c'est Dark City, putain, tu te dis c'est Matrix. Tu prends ton iPhone Apple, ton Android Google, t'appelles sur Facebook à boycotter Netflix. Mais tout le monde s'en fout, tout le monde se fout de ta gueule. Et les infos défilent, les armes de destruction massive. Démocratie renversée, dictateurs installés pour chercher un barbu. Ça balance des ogives sur des femmes, des enfants, sur des villages entiers. T'en viendrais presque à prier qu'ils fassent tout sauter. Façon Terminator 2, le jugement dernier. Que ça nous pète à la gueule, que ce soit la déconfiture. Il nous coûte cher le rêve, elle broie des fesses cette culture. Ça leur prend, nos politiques, c'est dans la foi que nous sommes cause de vieux, de tristes amerlocs. Culture et terroriste, État, pour semer le chaos des pompiers pyromanes pour alimenter la fleur. Ça leur prend, nos politiques, c'est dans la foi que nous sommes cause de vieux, de tristes amerlocs. Culture et terroriste, État, pour semer le chaos des pompiers pyromanes pour alimenter la fleur. Un pote m'a dit: tu pètes un plomb, c'est quoi le problème? T'as plus de fric? Allez, viens au Starbucks, je te paye un café, on va discuter. Et arrête de me saouler avec ton traité transatlantique. Moi franchement, je vais mieux depuis que McDo m'a embauché. Et puis fais face, merde, pense à tes gosses. Tu vas pas les priver de Coca, tu vas pas les priver de Disney. Pour des gamins, la privation c'est atroce. C'est pas pour rien qu'on a fait une statue, c'est important la liberté. 2 mois plus tard, le self-made man avait perdu son boulot. Il venait sonner chez moi comme un clodo, il avait vraiment une sale gueule, c'était la déconfiture. Il nous coûte cher le rêve, elle broie des filles cette culture.